Le gouvernement fait une proposition avec 4 objectifs fondamentalement. Sa proposition, en tout cas sa proposition principale, consiste à séparer les activités spéculatives des banques des opérations réalisées avec les clients des banques. Voilà. Le gouvernement fixe comme objectif à cette proposition d'abord de remettre la finance au service de l'économie et non pas à son propre service. Ensuite, de protéger les contribuables et la société des risques d'un défaut bancaire. Et le gouvernement insiste également sur le fait qu'il ne faut pas prendre prétexte de la complexité et du poids du secteur pour ne pas agir. Donc une proposition avec ces 3 objectifs. Non, les objectifs ne vont pas être atteints. Et la raison en est simple. C'est que proposer de séparer l'activité de spéculation de l'activité réalisée avec les clients est une contradiction dans les termes, puisque une grande partie, pas la totalité, mais une très grande partie, la plus grande partie de l'activité spéculative est réalisée avec des clients. Donc dire qu'on sépare que l'activité de spéculation de l'activité avec les clients, il y a un problème technique intrinsèque. Autrement dit, le fait de dire que l'on fait une activité avec un client ne doit pas être le critère. Par exemple, prenons un exemple très très concret. Avec cette loi bancaire, une transaction réalisée par une banque française demain, la loi étant en place, avec un hedge fund basé aux îles Caïmans qui fait de la spéculation sur les produits agricoles, est considérée comme utile puisque réalisée avec un client, le client de la banque en l'occurrence étant ce hedge fund basé aux Caïmans, c'est-à-dire travaillant avec de l'argent qui a échappé à l'impôt et qui spécule sur les matières premières agricoles. Donc voilà, ça c'est considéré comme utile par le projet de loi. Là, nous disons, nous n'avons pas le bon critère pour faire une réforme bancaire. Alors chez Finance Watch, on ne prétend pas être des spécialistes du droit constitutionnel français, mais par contre, on se pose une question très forte. La question est la suivante. L'étude d'impact attachée à cette loi nous dit, et je me permets de lire la phrase pour ne pas la déformer, mais elle nous dit « Dans le cadre de la présente étude d'impact, il est malheureusement impossible, compte tenu du très petit nombre de banques concernées et pour des raisons de confidentialité et de respect du secret des affaires, d'exposer les ordres de grandeur correspondant à la taille de l'éventuelle filiale pro forma. » La filiale pro forma, c'est l'entité qui doit recevoir les activités qui doivent être séparées des banques. Donc là, on a une étude d'impact qui nous dit « Désolé, les intérêts privés sont tellement considérables qu'on ne va pas respecter le droit français qui dit que l'intérêt général doit donner une étude d'impact. » Donc certainement, nous, en tant que Finance Watch, on a un vrai problème, j'ose dire, philosophique avec cette affirmation que les intérêts privés sont supérieurs à l'intérêt général. Pour nous, nous n'hésitons pas à dire qu'il s'agit là d'un déni de démocratie. Après ça, la question qui se pose, c'est le fait de savoir si cette phrase que je viens de lire est constitutionnelle, puisque le droit français, la loi organique du 15 avril 2009, exige que toute loi donne une étude d'impact afin de respecter la Constitution. Nous laissons la question aux spécialistes du droit, aux constitutionnalistes, mais nous posons la question. Les propositions de Finance Watch, afin de rendre ce projet de loi le plus fort possible, sont simples. Il y en a 3 principales. Les 3 principales consistent d'abord à séparer les activités de marché des activités de dépôt et de crédit à l'économie réelle. Dans une banque, il y a d'une part du crédit à l'économie et puis prendre les dépôts des clients, la vie normale, la vie par laquelle la banque nourrit la société de ses services financiers. Et il y a d'autre part des activités de marché qui ont une vraie valeur. La question n'est pas de dire qu'une séparation, c'est un jugement, une punition, ce n'est pas la question. C'est simplement d'une nature différente. Donc il faut séparer d'une part les dépôts et les crédits, d'autre part les activités de marché. Encore une fois, et c'est très important, non pas sous une forme de punition ou que sais-je, qui n'aurait aucun sens, ce n'est pas la question. Les activités de marché, dans une bonne mesure, sont utiles. On pourrait débattre de beaucoup d'entre elles, mais globalement, elles ont leur logique, simplement elles sont d'une nature différente. Donc il faut les séparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que propose Finance Watch, c'est que le projet de loi interdise effectivement les activités que lui-même juge néfastes.
Ce projet de loi dit que le trading à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles est néfaste. Chez Finance Watch, nous sommes d'accord avec cette appréciation, nous la soutenons, donc nous sommes contents que le projet de loi dise elles sont néfastes, mais quand le projet de loi dit on va les interdire, jusque-là on suit, et après ça on analyse le texte, et pour différentes raisons techniques, on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas d'interdiction, et que tout continue comme avant. Donc nous avons fait une proposition technique, un document de 28 pages qui se trouve sur notre site web, dont une partie explique d'un point de vue technique le pourquoi et comment il faut faire pour les interdire effectivement, encore une fois, en accord, en liaison, en symbiose avec l'objectif proclamé de cette loi. Le troisième objectif que nous fixons à cette loi chez Finance Watch, ça serait que l'ensemble des créanciers des banques puissent prendre des pertes s'il y a un défaut avec une banque. Je m'explique. Quand une banque perd de l'argent, au bout du compte, il faut bien que quelqu'un supporte cette perte. Il n'y a pas trois possibilités, il y en a deux. Ce quelqu'un, c'est soit les apporteurs de capitaux, soit les contribuables. On sait que par le passé, relativement peu en France et beaucoup en dehors de France, ce sont les contribuables qui ont supporté les pertes des banques. La proposition de loi dit, le projet de loi, pardonnez-moi, dit que à l'avenir, en France comme ailleurs en Europe et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce sont les apporteurs de capitaux qui devront supporter les pertes. Le problème, c'est que le projet de loi français exclut certains apporteurs de capitaux. Ils ne sont pas tous touchés. Nous disons, ce n'est pas possible. Si on exclut certains apporteurs de capitaux de la possibilité de supporter les pertes éventuelles d'une banque, alors, s'il y a un problème avec une banque, s'il y a un défaut bancaire, ce sera à nouveau les contribuables qui paieront. Donc, il faut choisir, soit ce sont les apporteurs de capitaux, soit ce sont les contribuables. Et au passage, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la législation européenne, la législation britannique, la législation américaine prévoit que l'ensemble des apporteurs de capitaux puissent prendre des pertes. Nous ne voyons vraiment pas pourquoi il y aurait une exception en ce qui concerne la France. L'autre proposition qui n'est pas dans la loi, donc il ne s'agit pas de l'amender, il s'agit de la compléter, que nous appelons de nos vœux, c'est qu'il y ait une transparence sur la présence pays par pays des banques partout dans le monde, et notamment dans les paradis fiscaux, d'accord, mais on va dire partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les banques sont de grandes utilisatrices des paradis fiscaux pour des raisons à la fois fiscales et réglementaires, et que la seule façon de faire la lumière sur ces activités et d'avoir des banques qui respectent l'intérêt général, c'est d'apporter la transparence. Donc nous appelons de nos vœux que la loi reprenne à son compte l'une des promesses du candidat François Hollande quand il était candidat à la présidence de la République, de mettre fin à la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux. Alors d'un point de vue technique, ça ne se libelle pas comme ça, je mets fin à la présence, parce qu'après ça, on nous dit allez voir la liste des paradis fiscaux, et oh, surprise, il n'y a personne sur la liste, il n'existe pas de paradis fiscaux sur Terre. Ça fait rire tout le monde, mais c'est quand même la conclusion absurde à laquelle on arrive aujourd'hui. Donc, toute la société civile qui a travaillé sur ce sujet, et beaucoup de membres de Finance Watch ont travaillé sur ce sujet, demandent tout simplement qu'il y ait transparence. Transparence comptable. Où sont implantées les banques? Dans quel pays? Et qu'elles disent quel est leur chiffre d'affaires, leur nombre d'employés, leur profit. Quand on verra qu'une banque fait 2 milliards de profits dans une juridiction quelconque avec 4 employés, on pourra peut-être se poser quelques questions. Super. Un petit mot de la fin peut-être Alors le petit mot de la fin, il est très simple. Nous, chez Finance Watch, nous affirmons qu'en fait, il n'y a pas de séparation dans cette loi. C'est-à-dire que concrètement, du fait de l'astuce que nous expliquions tout à l'heure sur les clients, concrètement, on ne sépare rien. Il n'y a rien dans la filiale, ou tellement peu que c'en est presque risible, excusez-moi. Voilà. Bien évidemment, certaines personnes, certaines institutions, le gouvernement disent « ce n'est pas vrai, il va y avoir quelque chose dans cette filiale ». Débat sans fin. Une seule façon de résoudre cette question, pas deux, une étude d'impact. Donc chez Finance Watch, nous demandons une étude d'impact sérieuse, transparente, ouverte, avec une méthodologie reconnue et expliquée, qui quantifie, j'ai bien dit quantifie, qui mette des chiffres derrière le contenu de cette filiale. Tant qu'on n'aura pas eu cette étude d'impact, ce débat de « Ah, ma filiale qui sépare les activités est très remplie, non, elle est vide »,
sera un débat sans fin. Donc nous demandons une étude d'impact, au-delà du fait même de savoir si l'absence d'étude d'impact est constitutionnelle ou pas.